exploration, l'espace. Oui. Il s'est passé quelque chose hier soir très tard. Je vais en parler à la fin. Mais je voulais parler d'Artémis. Est-ce qu'on va être de retour sur la Lune? Parce que, Patrice, t'es trop jeune, t'avais 2 ans quand c'est arrivé. Ouais, Si je ouais. me, Fait que t'as pas vécu le fameux 1969, hein? Ouais, j'avais 1 an, là. Ouais, j'étais jeune. Mais, je t'entends pas, Patrice. J'avais 1 an, j'étais jeune. T'étais jeune, t'as pas de Ouais, ouais. souvenir de ça. Non. Mais pour une des rares fois, notre génération actuellement, ou la génération qui est là présentement, a de très, très fortes chances, Patrice, d'assister au premier retour sur la Lune depuis 1969. Et il y a des grands pas qui ont été franchis, dont un hier soir, très, très, très tard, qui partait de Cap Canaveral ou de... Ça partait de Spaceport, hein, je pense bien. Donc, on va faire le tour de ça parce que dans la conscience populaire, les gens parlent d'Artémis. Oui. Artémis 1, 2 et 3, tout le monde connaît ça. Mais l'objectif de tout ça, Patrice, c'est beaucoup plus qu'Artémis. On veut construire littéralement une première base opérationnelle, pour pouvoir faire un saut vers Mars, mais aussi pour pouvoir en exploiter les ressources de manière officielle au niveau industriel. Et ça m'a fait penser un peu à ceux qui ont écouté la série For the Mankind sur Apple TV, For All dans Mankind, lequel les Russes battent les Américains de course sur la course à la Lune. On va regarder juste une petite vidéo de l'intro de la saison 4, puis après ça, on va continuer. Excellente série en passant. Les Russes avaient mis le premier homme sur la Lune. Ça va mettre le pays à 2 pas de la guerre nucléaire. Ce sera irréversible. La course à la planète Mars. Pas question d'être deuxième une deuxième fois. Nous faisons le tout premier pas vers le grand rêve d'une colonie martienne autosuffisante. On est exactement le genre de gars qu'il recherche. Sur Mars, je pourrais me retrouver à faire un truc auquel j'aurais même jamais rêvé. Pendant les 2 prochaines années de votre vie, voilà votre nouvelle maison. Qu'est-ce qui se passe? Un événement incroyable. Cet astéroïde, Ed, ça améliorerait le sort de l'humanité à jamais. Il y a plus d'iridium sur 2003 LC qu'on en a exploité dans toute l'histoire de l'humanité. Nous pouvons capturer le corps le plus précieux de tout le système solaire. Les Nord-Coréens, la CIA, le KGB, tout le monde veut sa part du gâteau. Tu fais ça pour la justice, pas pour te remplir les poches? Qu'est-ce que tu feras de ton fric si t'es mort? J'ai toujours pensé que je partirais dans une glorieuse explosion. Je vais récupérer ce caillou, quitte à y laisser ma peau. On n'a pas le moindre pouvoir sur cette base. Viens jusqu'ici, à des millions de kilomètres de ma famille, on m'a menti. Il va y avoir d'autres blessés. Aujourd'hui, vous regardez vos comptes en banque débordés. On bâtit un nouveau monde pour notre avenir à tous. T'es prêt à entrer dans l'histoire? Toujours, mon ami. Excellente série, vous allez voir. C'est un peu ce qu'on veut faire avec l'émission Artémis, Patrice. Et on dit toujours que le profit est la mère de tous les changements. Il y a des produits sur la Lune qui sont hyper intéressants, comme l'hélium-3, qui est un produit qui peut servir dans tout ce qui est nucléaire, ces choses-là, qui est très, très attirant, en plus de plusieurs autres métaux. Donc, c'est pas étranger au fait qu'on veuille se rendre. Alors, Artémis, tout le monde a entendu Artémis 1, 2, 3. T'étais-tu au courant qu'ils ont planifié jusqu'à 12? Non. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire Artémis en dehors de 1, 2, 3, puis à 2, ils font le tour de la Lune, puis à 3, ils se posent. C'est un peu plus poussé que ça, puis un peu plus compliqué. Vous allez voir à quel point c'est très intriqué comme problématique. Donc, Artémis est divisé en plein de petits blocs, des petits moments qu'il faut atteindre pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Le premier élément qu'on a déjà franchi, qui est le Space Launch System Block 1, qui comprend le SLS, qui est la fusée qui va transporter le payload au niveau de la NASA, qui va transporter aussi la capsule Orion, le Orion Crew Vehicle. Donc, ces 2 éléments-là sont d'ores et déjà pas mal canés. On sait que ça existe. On avait des spécifications à respecter. On les a.
Prochain élément, Exploration Ground System. Donc, tout ce qui est système de lancement, réutilisation. On a vu avec SpaceX les défis qu'ils ont eus, qu'ils ont réussi à passer outre dernièrement. Donc, on veut d'ailleurs, à la base de lancement de SpaceX, avoir plusieurs launchpads pour être capable de lancer idéalement 3-4 missions par mois. Puis on va comprendre pourquoi dans pas long. Et petit aparté, on en avait déjà parlé, mais le Québec veut se positionner pour le lancement de fusées, de vaisseaux, parce qu'on a, un, du territoire, et deux, on permet, je pense, à cause du positionnement géographique. Une mise en orbite pour la Lune qui est excellente. C'est ça. Parce que il faut savoir que sur Terre, les orbites ne sont pas tous équivalents. Il y a des orbites, oui, je vais parler du projet Gateway aussi. Les orbites ne sont pas tous pareils. Quand tu veux faire une orbite pour mettre en orbite des satellites, ben, les orbites ne sont pas les mêmes que si tu veux faire une insertion lunaire. C'est ça. Que tu n'as pas besoin des mêmes orbites, tu n'as pas besoin de la même chose. Donc, autre chose qui est en train de se mettre à jour et qu'on a eu un test il y a quelques 3-4 semaines, un mois, le Deep Space Network. J'en ai parlé brièvement il y a une couple de semaines, Patrice. Le Deep Space Network qu'on avait, qui datait de l'époque des années 50-60, c'est ce qui sert à Voyager 2 présentement pour transmettre à peu près toutes les missions actuelles. Merci, Narcomed. Merci pour l'abonnement, oui. Mais par contre, ça a un uplink de quelques kilobits par seconde, Patrice. Oui, c'est oui. pas viable pour des futures missions. Donc, on a voulu mettre à jour le nouveau système de télécom spatial et on a fait des tests avec de la transmission laser et on a réussi à transmettre à un CubeSat il y a quelques semaines et on a réussi à avoir un downlink au-dessus de 100 mégabits seconde puis un 100 mégabits en downlink puis un 20 mégabits en uplink. Écoute, c'est exponentiel. Oui, c'est exponentiel par rapport à avant. Là. Ça, ce que ça veut dire, c'est que non seulement on va pouvoir avoir de la télémétrie en temps réel, mais on va pouvoir avoir de l'image de très haute qualité live. Ben oui. OK? Donc ça aussi, le Deep Space Network comprend l'installation via nos partenaires à travers le monde d'autres antennes paraboliques qui vont être installées un peu partout pour qu'on ait une couverture temps réel à longueur de journée pour pouvoir communiquer avec la Lune. Fait que ça, c'est une étape qui est en cours de production, qui fonctionne presque entièrement actuellement, puis qui va aller de mieux en mieux. Ensuite, on a le Commercial Lunar Payload Service. Ça, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Vous allez voir, je vais vous montrer une vidéo. On a aussi un contrat que je ne savais pas, que j'ai appris hier, qui a été donné à plusieurs entreprises privées pour développer des atterrisseurs qui vont devenir littéralement les Amazon Prime de la Lune. Ah oui? OK? Et eux autres, leur seul job, ça commence dans quelques semaines, ça va être de faire des allers-retours pour aller garrocher du stock dans la partie sud de la planète. De la Lune, oui. Près du cratère de Shackleton, qui est un cratère qui est dans son positionnement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cratère qui est à peu près dans l'ombre depuis 2 milliards d'années. Donc, pourquoi on recherche un endroit qui a de l'ombre perpétuelle? Parce qu'on est à peu près certain d'y trouver un élément essentiel pour la suite de choses, de l'eau. Ah! Et donc, la future base, on a une quinzaine de sites potentiels autour du cratère de Shackleton qu'on est en train de déterminer, qui ne sont pas encore déterminés. Et pour pouvoir déterminer quels seront les endroits qu'on va vouloir prendre, on envoie un autre élément qui est le petit Volatile Investigation Polar Explorer Rover, qui est le Trident. Et Hostie s'est capoté pareil. C'est fou, on va vivre ça Narcomed. Moi, je suis très raide. Ce petit véhicule-là, Patrice, va se promener autour du cratère de Shackleton pour trouver le bon spot. OK. Il va tester, il y a de la glace, il n'y a pas de glace. Hey, c'est comme dans For All Mankind, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. Puis j'ai pas mis cette vidéo-là pour rien. Là. Non, c'est ça. On est dans For All Mankind en mode 10 fois, 100 fois plus lent. Oui.
Oui, Ils c'est font ça, en oui, 20 c'est ans, sûr, ils oui, font c'est ça en sûr. 20 ans. Oui. Nous autres, ça va nous prendre un peu plus. Fait qu'ils envoient ça, là, c'est le petit véhicule là, de mémoire, c'est quelque chose comme fin 2024, ça part. OK? Prochaine étape, la station lunaire qui va s'appeler le Lunar Gateway. OK? OK. Qui va être beaucoup plus petite que la station internationale, là, qui va être compris de généralement 3 modules. Donc, on va avoir le PPE, le Power and Propulsion Element, qui va être littéralement la batterie centralisée qui va pouvoir fournir l'alimentation, qui va être la première pièce d'équipement qui va être livrée. Donc, ça, on prévoit 2027-2028 si tout va bien, Patrice. OK. OK? Ensuite, on a le HLO, le HALO, pour Habitable and Logistic Outpost. Certains qui suivent un peu la situation ont vu qu'une société de Blue Origin, qui est dans le projet, ont testé une espèce de capsule gonflable sous pression il y a quelques semaines, qui va être un des habitats nécessaires à cette histoire-là. Donc ça, c'est un deuxième module. Il va être envoyé à peu près au même moment. Et avant que ces deux morceaux-là, Patrice, j'ai oublié de dire, avant que ces deux morceaux-là arrivent, il y a un satellite qui va être envoyé, je pense qu'il fait partie de la mission qui est partie hier soir, un petit satellite qui va orbiter autour de la Lune, qui va chercher à déterminer la meilleure orbite pour les coms, pour les télécoms, pour la surveillance, tout ça, pour vraiment définir le meilleur endroit. Puis c'est hier que ça partait. OK. Oui, le Canada va participer énormément. Il va fournir le bras canadien de version 3 sur le Lunar Gateway. Donc, le Canada est là-dedans. La société japonaise Jackstar est dedans. Eux autres, ils vont développer une autre partie. On a évidemment les Américains, l'Europe avec le SA, la France. On a des dizaines et dizaines. La Chine participe. Et là, la Russie fait signe de la main qui serait intéressée. Là, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas dans le meilleur moment pour dire on va vous écouter. C'est ça. Mais évidemment, ils ne veulent pas manquer le train, puis on comprendra pourquoi. Parce qu'une fois qu'on va se mettre à exploiter, ben, c'est probablement du gros cash qui va se passer. Là. Ouais. On a le troisième élément de la station, le Lunar Gateway, c'est le Deep Space Logistic. Évidemment, qui va comprendre tous les équipements qu'on a besoin pour faire l'émission, qui va pouvoir accueillir jusqu'à 5000 kg de cargo à l'intérieur, qui va être pressurisé, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment un élément essentiel de la station. La station ne sera pas habitée à l'année. Mais il va y avoir 2-3 missions par année pour envoyer des astronautes dedans, pour faire des tests, faire toutes sortes d'affaires, mais elle ne sera pas habitée en permanence. Ensuite, on va avoir besoin, Patrice, de l'Exploration Extravéhiculaire Activity System. Donc, c'est tous les éléments sur le sol qui vont servir à supporter la vie, donc qui vont fournir la prochaine alimentation. Donc, on va avoir un genre de génératrice nucléaire sur place qu'on va devoir dropper. On va avoir des systèmes de panneaux solaires, on va avoir des systèmes de mesure, des systèmes d'alerte, d'avertissement de tempêtes géomagnétiques, ces choses-là. Donc, tout ça va être envoyé au cours de 2025. Ça va être tellement commun à aller sur la Lune qu'ils vont vendre de la roche lunaire au marché aux puces. Ouais, c'est sûr. Puis, je vous dirais, dans les 20-25 ans, il va y avoir des jobs offerts pour aller travailler là. Faut pas que tu sois dans la Lune, par exemple. Là. Hein? Faut pas que tu sois dans la Lune. Non. On va avoir ensuite le Human Landing System. Et c'est là que Artemis Dragon arrive dans l'histoire. Ouais. Ben, la deuxième mission qui était initialement prévue cette année était reportée d'1 an, donc 2025. On a notre astronaute canadien, je ne me rappelle pas son nom, je ne l'ai pas sous la main, là, mais on a un de nos astronautes canadiens qui va faire partie de la deuxième mission Artemis, dans lequel on va envoyer le Human Landing System, le HLS, faire un orbite complet autour de la Lune pour pouvoir tester justement est-ce qu'on est capable d'y aller, est-ce que tout est bien pressurisé, est-ce qu'on a une bonne communication avec la Terre, est-ce qu'on est prête. Et, Patrice, une chose que j'ai remarquée, tu sais que la NASA, quand ils ont développé les programmes Gemini, Mercury, Apollo, c'était hyper compliqué parce que comme c'était un programme public, ils n'avaient pas les moyens de se tromper. Mais non, c'est ça, c'était des fonds publics. Là.
Fonds publics. Fait que c'était calculé, surcalculé, ingénierisé, recalculé, refait, à tel point que il y a beaucoup d'innovations qui ont été freinées parce qu'ils ne pouvaient pas prendre de risques. C'est correct. C'est probablement ce qui fait qu'on a gagné. Mais Elon Musk, avec SpaceX, nous a amené une autre façon de voir en disant, moi, je vais avancer la science spatiale en faisant beaucoup d'erreurs. Pour qu'on apprenne puis qu'on change de... Pour qu'on ait le temps d'apprendre de « OK, ça ne marche pas ça, corrige ça. Ça ne marche pas ça, corrige ça. » Et c'est là-dessus que je vais miser. Et étrangement, la NASA s'est accordée, en n'étant pas personnellement, directement au devant des choses, mais en engageant des sociétés autour d'elle, en sous-contractant, elle a accepté une forme de risque en disant « Je vais prendre plusieurs sous-contractants, je vais être moins sévère sur les sous-contractants, puis je vais leur donner le droit de prendre des risques. De toute façon, c'est leur argent. C'est ça. Je vais leur donner... » Et ça occasionne justement des courses au développement qui sont absolument complètement débiles actuellement. On a évidemment aussi le Lunar Terrain Véhicule qu'on va dropper sur place, qui est un petit équivalent de ce qu'on avait, la Jeep lunaire, dans lequel on va avoir 2 astronautes dedans. Alors, Narcoman dit, le monde voit les échecs. Mais non, c'est ce qui fait avancer actuellement, tu as raison. Donc, on va avoir dans un premier temps un petit véhicule, très peu d'autonomie, Patrice, là, quelques kilomètres, 5-6 kilomètres autour de la base. Ça va être juste pour transporter du stock, bouger des affaires, 2 astronautes. Ensuite, on a la Habital Mobility Platform qui va être développée par la JAXTA en compagnie de Toyota. Oups. La vidéo part en arrière, j'avais oublié de l'enlever. Ça va être développé par Toyota. Alors, ça va être un véhicule habitat, Patrice. OK. Un peu comme on voit dans For the Mankind, mais un peu plus gros. Donc, ça va être un véhicule que tu vas pouvoir déposer la cabine sur le sol et te servir du train motorisé pour déplacer des payloads, des affaires sur le sol, puis aller rechercher la cabine qui est pressurisée. Et ils sont en train de le développer. Là, on parle 2028. Là. Quand ça arrive, là, ça allume. C'est que déjà, on y était, Dragon est tombé là, on avance. Prochain morceau nécessaire, on a le Foundation Surface Habitat, qui va être un petit habitat pressurisé pour accueillir 4 astronautes, un peu comme on voit dans les premières parties de For the Mankind. Même genre de choses. Actuellement. Et on a les Lunar Ground Station que je parlais tantôt. Là, qui vont être en place. OK. Puis, on va développer, ils sont en train de tester ça, le LunaNet. Donc, on a des sociétés, AT&T, Rogers, des sociétés qui sont en train de développer pour pouvoir fournir un link en temps direct sur la Lune, des tours cellulaires, tout le kit, pour être capable d'avoir un système de télécom très, très, très efficace. Sur la Lune. Sur la Lune. Wow. Ouais, on est là. Avec des ordinateurs, réseaux IP, serveurs. Parce que là, il va éventuellement y avoir peut-être plusieurs bases. Donc, avoir un système de réseau IP sur la Lune, t'imagines, là, tu vas vouloir écrire ça à la Lune, il va falloir que tu changes de subnet. Bref, en tout cas, ça va être très drôle. Ensuite, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est ce qui s'est passé hier. Donc, c'est Intuitive et ICM de mémoire, qui est une compagnie qui a développé un atterrisseur. OK? Et le lancement a eu lieu cette nuit à 1h05 du matin à partir de la SpaceX. Et il est présentement en direction de la Lune. OK. Dans 8 jours, l'atterrisseur va atterrir. OK. On va avoir des images, des prises de photos, live, en direct. Il est équipé pour les coms. Il est parti, c'est fait. Et ce premier atterrisseur-là de la société qui est Intuitive Machines va servir à faire du livraison Amazon à la Lune pour préparer les missions Artemis. Wow. Checkez bien ça. We are mechanics, pouring our heart, mind, and soul into creating the means to reach for something we once held long ago. Infinite possibilities come to those who believe. Ça, c'est la mission d'hier. Is now.
All Nova controllers, go, no go for launch. Flight manager. J'écoutais ça live, je capotais. Là. Go. Payloads go. Ground network go. Com, go. Traj, go. Fido go. Prop go. AD is go. Nova control is go. C'est la vraie équipe en passant. Et puis ça fume pas dans cette. Comme dans For All Mankind. Ouais. J'ai tout vu ça hier live en direct pour vrai. Là. Copy. Le petit panneau rouge sert à s'aligner avec les étoiles. Ah ouais. Ouais, pour détecter son positionnement pour faire son insertion lunaire. OK. Tracking in progress. J'ai vu ce bout-là live. Ah, parce que là, t'as plus de pôle nord, là, rendu là. Faut-tu... Il va viser les étoiles, il va reconnaître les patterns pour pouvoir se positionner. Et on s'en va pousser l'insertion. Non, c'est pas des... c'est généré, ceux-là. Bon, ça a été produit avant le... Pousser d'insertion lunaire. Moi, je me suis couché à ce moment-là hier. Écoute, j'écoute ça et j'ai des frissons. On va vivre ça, ma gang, là, vous autres. Dans 8 jours, là, 7 jours, 8 jours. Dans 8 jours. Ben, 7. Il y en a passé une journée. Tu nous donneras le lien, hein? Ben oui. Fait que techniquement, à notre prochaine émission, on devrait être capable de parler de tout ça. Bon, c'est sûr que les platistes vont dire que c'est généré par ordinateur. Là. Restons chez eux. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que les platistes ils disent. Je suis pas sûr que les platistes disent ça tourne pas rond. Donc, le lien que tu as mis, Patricia, c'est ce qu'on va pouvoir suivre l'atterrissage là, c'est ça? Ou... Ouais, mais il va être affiché SpaceX, NASA, tout ça. Ça, okay. C'est l'entreprise qui fait a fabriqué l'atterrisseur. Prepare for landing. Et dans leur site, tu vois un paquet de tests qu'ils ont fait au Texas, là, au-dessus du sol, pour être capable de s'assurer que c'est un système au méthane là, qui permet de déterminer l'endroit. Puis ils scannent le sol pour déterminer quel endroit il va atterrir. Ouais, pour s'ajuster, ben oui. Puis chaque patte que vous voyez, là, il y a des caméras tout le tour. Là. Ça va être complètement débile de regarder ça. Aïe, aïe. Pour cette fois-ci, de mémoire, il va le laisser là. C'est juste un test, prendre des mesures, valider comment ça se passe au sol, ces choses-là. Il va y avoir après d'autres étapes pour envoyer des premiers payloads. Le petit robot qui va tester pour vérifier le sol. Ça, c'est vraiment juste une des premières étapes. C'est ça. Ma petite vidéo. Oups, c'était ça la dernière? Ben oui. La dernière vidéo. Alors, ça finissait là, Patrice. C'est vraiment cool. C'était ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous faire triper un peu oui. la Lune. Et alors, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que d'ici 15 ans, max, oui. On va tous revivre le mois de juillet 69. C'est où, juillet? Juillet 69? Ouais, juin ou juillet 69, là, quand ils ont atterri sur la ligne. Ouais, on va être le vivre. Debout sur nos chaises en direct à la TV. Oui, c'est sûr. En train de regarder ça en couleur cette fois. En HD. En HD.
4K Ah ouais. live à la TV. Ouais, ça va Puis être... moi, je suis une geek dans l'âme, Patrice. Les données, là, second engine cutoff, third engine cutoff, MECO, je trippe. Écoutez, la station de contrôle de ça, avec les données télémétriques qui rentrent, je vous le dis, mais que ça arrive, ça va. Geek Zone, on va être à côté là-dessus, on va diffuser en direct. C'est sûr. Mais manquez pas ça. La mission Artemis, c'est pas juste 3 missions DOL. Ah. Il y a un paquet de sous-missions à côté qui amènent d'autres choses qui sont hyper intéressantes. Fait qu'on fait-